Et ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur le premier sujet de cette soirée. Si tu as envie de parler déjà du Park Fan Events, Park Fan Awards, Oui, le Parc Fan l'événement. Event donc, qui s'est tenu le 29 novembre dernier au Parc Astérix. C'est la troisième édition de l'événement organisé par les copains de chez Parc Actu. Et c'est le Parc Astérix qui a accueilli l'événement cette année. Alors, il y a eu les Park Fan Awards. On a eu aussi une petite conférence de bienvenue avec, entre autres, Madame Delphine Ponce, Monsieur Sébastien Retailleau, qui nous ont un peu parlé des projets, de ce qui va arriver là dans les quelques mois à venir et dans quelques années aussi, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, la rue de Paris a définitivement fermé. D'ailleurs, au moment où on se parle, il n'y a plus rien. C'est Il reste pas grand-chose. c'est On, pratiquement tout cassé. on a notre ami Maxence qui est Ouais. actuellement sur le parc et qui me faisait un petit report de l'actualité. Effectivement, une partie des façades de la rue de Paris ont disparu. Les deux tours sont toujours debout, mais encore pour pas très longtemps encore. Et le reste du fond est plus ou moins détruit, parce que je crois que le bâtiment de feu Transdémonium n'existe plus, il a déjà été enlevé, et qu'en fait, voilà, ils sont déjà en train de raser toute la zone. Donc voilà, effectivement, c'est en cours. Euh, Sachez à ce propos que la plaque qui racontait l'histoire de Transdémonium et qui se situait à l'entrée de l'attraction se trouve entre de très bonnes mains à l'heure qu'il est. c'est ça. Au moins, on peut se dire que là-dessus, il y a eu un hommage. Celle-là, elle n'est pas à Janvry, Non, elle est en de bonnes mains. c'est ça. Elle est dans les mains, vous l'aurez compris, de Jean-Marc qui a récupéré. Et ça nous touche beaucoup qu'il ait pu récupérer tout ça. Revenons-en donc au Park Fan Awards où on a eu donc un petit temps d'échange avec Delphine Ponce. Il y a eu quelques annonces, notamment une qui était presque devenue un secret de Polichinelle et très 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 attendue avec beaucoup de désespoir. C'est le retrack enfin de Tonnerre de Zeus. Ça y est. Euh, Certains diront que c'est un aveu d'échec de la part du parc. C'est vrai que bon, ils ont fait une opération sur 3 hivernages avec les vieux trains PTC qui tournaient dessus. Bon, le résultat, il est très en dessous de ce qui était attendu. Delphine Ponce l'a reconnu. Ensuite, il faut savoir qu'elle elle a pris les rênes en 2021. C'était déjà quasiment finalisé, c'était déjà acté. Ça avait été décidé bien avant qu'elle arrive. Donc un retrack sur du RMC. Alors attention, hein, c'est pas un retrack RMC, on passe en hybride et on fait des folies. Le layout restera identique. Sur 2 intersaisons, ils vont refaire 60% du circuit. Ils se réservent la possibilité d'aller un peu plus loin derrière si l'envie est là. Mais déjà, voilà, on part sur un retrack, donc le retrack 208 de chez RMC qui va, je pense, considérablement améliorer le confort. Peut-être aussi créer d'autres problèmes. J'ai peur que ça aille un peu trop vite et qu'il faille mettre des trims. On verra ce que ça donne avec les nouvelles roues. En tout cas, voilà, bonne nouvelle du côté de Tonnerre de Zeus. L'attraction devrait enfin redevenir potable. Il y a aussi des annonces qui ont été faites sur Épi de Maïs Croisière, Menhir Express, et je ne sais plus quelle est la troisième parce que je me lève très tôt et que mon cerveau fonctionne plus bien. C'est pas prévu tout de suite, mais ils ont conscience des problèmes, notamment d'esthétique, et ces attractions vont recevoir un petit coup de frais dans les années qui viennent. Donc je pense que ce serait horizon 2027 et au-delà, pas avant. Donc bien après le nouveau quartier grec, bien après Londinium. L'avenir de Goudurix a été également discuté. Il est encore là quelques années, mais voilà, on sait que c'est la fin, hein. L'attraction a bientôt 40 ans. Donc pas mal Parc Astérix, hein. C'est un parc sur lequel je râle beaucoup. Qui a des qualités immenses. On voit que dans l'ensemble, les parcs CDA, depuis quelques années maintenant, ça se retrousse les manches à tous les niveaux. On est en train de monter en gamme, il y a des gros travaux. Il y a encore des zones, c'est presque des capsules temporelles à ce niveau-là. C'est vraiment cette esthétique, je pense à la Skynery des As, qui est au pied de Goudurix, où tu retrouves vraiment cette esthétique. Parc d'attractions fin des années 80, début des années 90. Bon, ça va disparaître, hein. Non, c'est plus du tout dans les standards Même d'un le fond de parc lac hein, est dans cet d'attraction. esprit-là. Oui, clairement. Mais voilà, ça s'améliore. Je pense qu'ils ont aussi conscience des problèmes qu'il y a par rapport au staff. Euh, il y a eu quelques échanges, notamment une phrase de Delphine Ponce qui dit que le staff est le miroir de la clientèle.
Il y a une volonté d'améliorer les choses. Voilà, on va pas. Je me suis déjà, je pense, suffisamment épanché sur le sujet. Non, mais en tout cas, tu as raison, tu peux t'épancher dessus. Il y a une vraie problématique qui revient d'une saison à l'autre. Il y a quelques années de ça, ils avaient drastiquement renforcé les agents de sécurité dans les allées, les files d'attente, les points de vente. Ça avait quand même pas mal calmé les choses et il y a eu un moment donné où ils ont un peu relâché le pied et tout de suite c'est reparti. Donc il y a un vrai sujet sur lequel il faut qu'ils trouvent des solutions pérennes. C'est ça aussi surtout, que ça dure dans le temps et que le parc devienne un vrai lieu de plaisir pour tout le monde. C'est ça qui est vraiment le plus important. Excuse-moi, je vois Delphine Ponce, mais pas assez visiblement, ça me fait beaucoup rire. Très bonne vanne. Merci Greg pour cette vanne. Le défi de César, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Tout ce qu'on a, c'est la transformation sur Halloween en Pompéi. Ouais. Qui est artistiquement un très très beau produit. Là aussi, l'ADA de Peur sur le Parc, j'ai rien à redire dessus, c'est très très bon. Donc c'est... Ok, merci. Donc défi de César, c'est la 3e. Oui. A priori, ouais, dans le chat, ils sont plusieurs à dire que c'est cette attraction. Mr. Wolf qui dit aussi compliqué la fin de soirée du PFE. Oui, alors effectivement, il y a eu des gros couacs. Nous, on est sorti du théâtre de Panoramix vers 21h, 21h30 dans ces eaux-là, donc on s'est tous plus ou moins dirigés vers les restaurants et ils n'étaient pas prêts. Ils se sont fait prendre d'assaut. Manifestement, des échos que j'ai eus, c'est qu'ils avaient aussi beaucoup d'intérimaires sur l'événement du soir et que c'est des gens qui sont pas du tout prêts, donc il y a eu un manque d'anticipation flagrant là-dessus. J'ai testé le restaurant du cirque. Oh, tu avais jamais été ? Non. C'est bien. Hein. Pour moi, c'est le meilleur restaurant. Tu n'y étais pas allé depuis quand ? Alors moi, j'y suis allé en mai. Je suis allé en mai ou en juin de cette année. On n'a pas eu la même expérience. Hein. Moi, je suis resté. C'était très en dessous de. Voilà. Très en dessous du défi du relais gaulois presque. Oh mince. Oh. Ah ouais, décevant. Alors que pour le coup, alors le relais gaulois, je l'ai fait avec Max il y a quelques mois de ça. J'avais été pour le coup déçu. Je trouvais pas l'intérêt du relais gaulois en vrai. Déjà, en tant que végétarien, c'est compliqué, mais surtout, je trouvais pas la formule super intéressante. Alors je sais pas ce que toi t'as eu pour le restaurant du cirque, tu pourras peut-être le détailler plus. Mais je trouve que la profusion entre les entrées, les plats... voilà, elle y était pas. Ah, il n'y avait plus rien ? Il y avait franchement pas grand-chose. Les viandes, pour la plupart, c'était assez sec. Mais alors, attends, je me permets de te couper. Est-ce que c'était dans le cadre du parc Fan Event ou c'était en day guest ? Je veux dire, c'était ouvert à tous les publics ? Non, c'était une journée CE. Donc ils avaient plusieurs CE en même temps sur le parc, et ce qui s'est passé, c'est quand nous on est sortis pour aller manger, on les a un peu pris de court, je pense. Tu vois, regarde, oui, il y a eu 2 pannes aussi à Pégase, 1 heure d'attente pour un paquet de chips. Apparemment, ceux qui ont mangé au Face de Rome, ils n'ont pas mangé avant 23h. Ouh, dur. Ouais, il y a eu... Mais donc ça veut dire que vous étiez noyé avec des CSE, enfin des CE qui venaient aussi, oui. D'accord. Oui, c'était dilué. En fait, ils remplissent le parc. Ouais, ok. Et niveau staff, c'est pas forcément... voilà, on parlait du personnel et des problématiques du PA. Là, elle était vraiment flagrante. Moi, de ce que j'ai observé, beaucoup de nonchalance des opérateurs attractions. C'était... Ouais, ça, alors, c'est quelque chose qui est plutôt récurrent. Je l'ai vécu dans mes visites de visiteurs lambda. Et même, j'ai fait une soirée privée au mois de mai. J'ai vécu ça aussi, on va dire le manque de sourire, le manque d'énergie de certains opérateurs. C'est un truc qui est récurrent, comme on le disait. Mais pour le resto du cirque, je suis un peu surpris. Alors, ma théorie serait de dire qu'il y a une version dégradée pour les soirées CSE, qui donc n'est pas le vrai service tel qu'il est pour un visiteur classique. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir un manque d'offres, et franchement c'est un peu chiant parce que c'est un peu leur signature d'avoir du choix, justement, cette profusion d'options. Là clairement on n'y était pas. Voilà, maintenant je l'ai testé et je pense qu'ils feront mieux pour le futur du restaurant qui va être transformé, qui restera de toute façon sur cette formule buffet. Ouais, okay. J'ai le message de l'histoire d'attraction qui dit qu'il a aussi fait le cirque et que ça a été très compliqué. Oui, problème de gestion, très certainement. Je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation et ils ont dû se faire surprendre. Ouais, c'est très, très fort, c'est très possible, c'est fort probable. Mais c'est un peu dommage parce que de ce que je lis là dans le chat, donc de ce que j'ai compris par Yann, il disait qu'il y avait 2 CSE qui se sont enchaînés, un premier entre 11h et 18 et un deuxième de 19 à minuit. Ouais.
Donc ça a dû débiter. Je veux dire, généralement là-dessus, les mecs savent que ça va enchaîner quasiment non-stop. Alors normalement, il y a moins de monde qu'une journée traditionnelle, parce que c'est censé être plus intéressant pour les entreprises, mais quand même, ils sont quand même Alors, rodés il y à avait ça. effectivement moins de monde, ça on est bien d'accord, mais ouais, ça commence à... Tu perds un peu l'avantage du côté privé des CE quand tu commences à remplir sur plusieurs CE en même temps, ça commence quand même à faire un peu de monde et ouais, bon. Effectivement. Ensuite, faut faire tourner la boîte, faut faire rentrer de l'argent, c'est comme ça et pas autrement. Bon, après, Euh, je t'avoue qu'honnêtement, là j'ai fait une soirée privée à Disneyland Paris c'était là il y a quelques jours, c'était le 12. Ça s'est très bien passé. On avait les deux parcs privatisés pour nous, donc la SNCF et une boîte, une filiale d'Air France. Et pour le coup, on avait pas mal de restaurants qui étaient ouverts et j'ai pas relevé de problème particulier. Donc c'est vraiment un problème de gestion, comme je lis dans le chat, oui. comme quoi ils s'étaient mal préparés ou surtout ils ont perdu les réflexes de gestion quand tu es dans un événement privé. Bon bref, c'est effectivement un élément un peu Dans dommageable. les ratés, on a quand même eu aussi un abandon de poste sur la tour de numéro bis. Apparemment, Ouais, ok. l'opérateur s'est cassé. Voilà. Alors, Oups. encore une fois, je n'ai pas eu la main, j'y étais pas. C'est des choses qui sont apparemment dites sur les réseaux. Ok. Tu connais mon amour pour les réseaux sociaux, j'ai pas forcément suivi l'affaire, mais il y aurait eu un OP de la tour de numéro 10. Ouais, J'ai fini ma effectivement. journée, je me casse. Oups. Oups, voilà. Donc, mais voilà, je disais, le parc a conscience de ces problématiques-là, et puis ensuite, c'est difficile de recruter sur des postes comme celui-là, c'est éloigné, t'as pas forcément envie de venir bosser au PA. Hmm. Enfin, dans un parc, hein, dans l'ensemble, hein, Bon, c'est il y des a des jobs parcs qui attirent du monde. Je veux dire, la prestige de Disney Ouais. fait toujours venir les gens. Il y a certains parcs locaux, régionaux qui savent drainer leur public local. Je pense à des parcs comme le Puy du Fou qui généralement attirent les gens de la région. Tu as aussi Europa Park qui attire beaucoup de gens Ouais. transfrontaliers. Et même en Belgique, je veux dire, Walibi Belgium draine quand même pas mal d'employés. Puisqu'ils sont pas loin de Bruxelles non plus, donc ça doit T'as aider. Louvain-la-Neuve, t'as beaucoup d'étudiants avec Louvain-la-Neuve qui est juste à côté. Yann nous précise sur le chat que c'était pas dédié à un CSE, mais c'était n'importe quel CSE pouvait acheter des billets pour ces dates-là. Bon. Oui, ok, d'accord. Bon, Du fonctionnement un peu coup, bizarre, effectivement. Donc, ouais, donc c'est genre, il y avait plein de CSE en même temps mélangés. Donc, effectivement, c'était pas idéal. Mais Re- alors, moi, ce que j'ai envie quand même que tu me racontes, c'est un peu tout ce que vous avez passé comme journée, avant qu'on parle des awards, qui Oui. normalement était un peu le point d'orgue de la journée. Alors, Vous écoute, avez eu pas mal de choses, il me semble, hein. on a eu un petit jeu qui a été organisé. Donc, on a été invité à constituer des équipes de 4 à 6 personnes. Et il y avait un petit jeu de piste qui se faisait directement sur mobile dans le parc. Et en sortant donc du théâtre romain, chaque équipe se voyait remettre une enveloppe dans laquelle il y avait le QR code pour jouer. Et pour ceux qui ont de la chance, un petit backstage tour. Ça, on adore. Ça, Donc on on veut. y Ça, on était, veut. on a eu, et oui avec des photos, oui, fallait faire des selfies à divers endroits du parc, tu gagnais des points, donc voilà, il y avait une espèce de petit jeu et je pense que c'était une très belle manière de faire la répartition aussi pour les backstage tours. Bien joué de la part de l'équipe d'organisation de l'avoir fait comme ça. Euh, du coup, où c'est qu'on est allé se promener en backstage? Il y avait deux zones, si j'ai bien 3. suivi. Trois, même. Il y Ok. avait une zone pour les chars de la parade. Il y avait le garage de Toutatis. Mais ce petit tour-là, c'est un petit peu. Il y a eu un truc en plus. Oui, puis quand t'es avec les gens d'Intamine, tout de suite, c'est pas pareil. Ah, en plus, oh là là, oh C'est là mieux. là, oh là là. Ouais, tu m'étonnes. Et moi, j'ai pu me rendre sur le chantier de l'hôtel 4. Donc On a celui pu qui aller. a comme univers celui de la Mésopotamie, un peu arabisant, c'est ça? Mésopotamie, Perse, l'Orient un peu romancé, des anciennes peuplades Ouais. du Moyen-Orient et de l'Orient, enfin du Moyen-Orient plutôt, parce que l'Orient, on parlerait plus de la Chine, du Japon. Oui, ok. Là, c'est plutôt Perse, Mésopotamie, Égypte, donc le Moyen-Orient. Alors, c'est à cause de vous les pannes? Non. Non. Non, j'y reviendrai. L'hôtel Odyssée. Monumental. Franchement, on a pu faire la petite visite avec Mathieu Gallus et une responsable. J'ai oublié le nom.
Je suis désolé, je suis nul avec les noms. Mais une S'il y en a dans responsable le du chat chantier. qui ont participé ou qui ont suivi les comptes rendus, vous pouvez aussi nous faire un petit rappel. Donc, pour rappel... oui, que tu te remets dans le cadre. Merci. Pour rappel, monsieur Thierry Rétif derrière. Hein. Oui, Donc, directeur artistique, conception, design. Encore une fois, le mec, c'est vraiment un cador, j'ai envie de dire. C'est le gars qui a déjà fait les quais de Lutèce au parc Astérix. C'est le gars qui est derrière quasiment tous les hôtels, je crois, oui, tous les hôtels du Puy du Fou. Et lui aussi, pratiquement, ouais. il a fait aussi le mystère de la Pérouse. Il a fait les Amoureux de Verdun, si je me souviens bien, que je vous dise pas de bêtises, vous me corrigerez si évidemment je me gourre. Et au-delà de ça, il a aussi été impliqué dans la Cité de l'Histoire qui est à la Défense, que j'ai eu la chance de faire il y a quelques années de ça. Il avait participé les clés du siècle, les clés à travers le siècle, je sais plus, qui était un parcours scénique un peu comme ce que fait le Puy du Fou, donc avec des acteurs, différentes scènes et reconstitutions historiques. Et c'était vachement bien géré, amené, mais en même temps, voilà, le gars, j'ai envie de dire, il a plus à faire ses preuves dans le milieu. Il est super demandé et le fait qu'il travaille avec Astérix, moi ça m'étonne absolument pas. Balai de loin le chantier. Le ceci, c'est un groupe de qualité entre le parc et les nouveaux hôtels. Alors oui, Marcel, oui. Je te rejoins complètement. C'est un sujet sur lequel je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais j'assume ma position. C'est qu'en fait, les hôtels sont trop bien, et je mets un trop entre guillemets bien, par rapport à ce qu'offre le parc en face. Dans le sens où moi je trouve qu'on pourrait presque avoir les hôtels dissociés du parc, que ça marcherait aussi bien. En fait, déjà, le parc il est en retard par rapport à la qualité des hôtels. Déjà, ouais, tu as raison, le parc est en retard. Mais aussi, ce que je trouve, c'est que les univers qui y sont dépeints sont pas les mêmes que ceux dans le parc et les hôtels. C'est-à-dire que les hôtels sont plus réalistes. Ils ont plus ce cachet historique, cet univers, on va dire, réaliste, tu vois. Et tandis que le parc Astérix se veut beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus cartoon, BD forcément. Donc ce gap se ressent un peu. Je trouve que la continuité entre les deux ne se fait pas. Mais c'est peut-être aussi un choix. Hein. Je veux dire, je suis pas dans les petits papiers de la Compagnie des Alpes. Mais vraiment, ouais, on est d'accord que on peut sentir. Ça peut peut-être permettre aussi de garder le côté cartoon concentré dans le parc, tout en préservant une certaine forme d'immersion et de voyage dans le temps. Ouais. Ce qui peut... Moi, je suis assez sensible à ça. Je trouve ça plutôt intéressant, le fait que ce soit pas non plus too much dans les hôtels, que ce soit plus réaliste tout en restant quand même... Enfin, les trois hôtels, les quais de Lutèce, la Cité Suspendue, l'hôtel des Hiboux qui est le premier, l'originel, et qui est là depuis il commence presque aussi loin que le parc. Non, il arrive après, mais il est quand même... Il doit avoir 15 ou 20 ans, même pas. Il a depuis pas mal de temps quand même. La Cité Suspendue, c'était les deux, on va dire, les deux d'époque, mais qui n'ont pas été faits par Thierry Rétif. C'est lui, le premier hôtel qu'il a fait, c'est les quais de Lutèce. Il a presque avec. Et donc, du coup, ce bâtiment de l'Odyssée, très impressionnant. Hein. On le voit dans le parc, c'est presque un mégalithe de béton pour l'instant. Alors, il a été travaillé sur plusieurs niveaux. Il y a des jeux d'échelle avec les façades pour justement casser ce côté bloc, pour pas faire un truc HLM brutaliste et écraser complètement la perspective. Donc quand les clients de l'hôtel arriveront, ils seront accueillis par un escalier monumental, puisque en fait il est conçu en rez-de-chaussée et en rez-de-jardin. Donc tu montes à l'étage supérieur il y aura des ascenseurs bien évidemment. Nous, quand on a fait, vraiment, c'est un moment, au dire de Mathieu Gallus, c'était vraiment un timing très intéressant pour faire la visite de l'hôtel parce que le gros œuvre est terminé. Là, ils ont commencé à attaquer l'équipement en plomberie, en électricité des chambres, ils commencent à passer les câbles. Donc ça reste vraiment presque à nu, puisque Universal Rock, ça a aussi commencé, j'y reviendrai après. Mais voilà, on avait juste vu les volumes. Rien n'est concret, rien n'est encore installé. 2017, les Trois Hiboux, c'est pas plus... Ah, comme quoi, hein, on croirait, mais finalement, l'univers hôtelier, pas si vieux. Je le voyais plus vieux que ça. Comme quoi, hein, il fait partie du décor depuis si longtemps. Ça nous paraît surprenant. Mais moi, je pense que... Je suis surpris, là. Ouais, Mr. Wolf doit avoir raison, il a vérifié.
Donc je te fais confiance. Et puis si tu t'es trompé, le chat se fera un plaisir de te corriger. Mais je pense qu'il a... Non, mais je pense qu'il... Flagellez-le. Non, justement. Mais je pense qu'il a raison, effectivement. Mais c'est vrai que dans ma tête... Je le voyais plus ancien que ça. Bah, tu vois, j'ai l'impression qu'il fait partie des meubles depuis plus longtemps que ça. Ouais. Mais bon, c'est pour te dire à quel point on s'est habitué à la présence de cet hôtel. Bref, donc ouais, continue un peu à nous parler de l'Odyssée. Donc voilà, il y a encore rien de concret à l'intérieur. C'est que des volumes, c'est du béton. Donc quand on est arrivé au sommet de cet escalier, il y avait quand même un sacré décaissement, puisqu'ils vont installer beaucoup de plantations, beaucoup de verdure. Donc on va être vraiment accueillis presque dans une oasis. Ce qui fait que le fait d'être surélevé aussi, ça va renforcer l'aspect monumental de certains autres endroits de l'hôtel. Toutes les parties opérationnelles, elles sont au rez-de-chaussée. Ce qui fait que ça permet aussi de compacter l'emprise au sol, puisque finalement tout l'hôtel repose au-dessus de des backstage. Donc est-ce que les espaces de restauration sont aussi au rez-de-chaussée ou dans une sorte de premier étage factice? Alors il y a un bar qui sera au premier étage, donc rez-de-chaussée, rez-de-jardin, premier étage. Bar qui va être dodu, une très très belle surface. Il y a une terrasse qui donnera sur la partie perse. Donc quand on rentre dans cet hôtel, on a vraiment les chambres. Si on marche un peu plus, on retraverse un carré de jardin. Derrière, il y a la réception. Il y aura une partie aussi pour l'administration, pour le personnel à cet endroit-là. Et un peu plus loin... 99, ok, les trois. Ouais, je me disais 2007... Et 2017, c'est l'extension. Ouais, effectivement. Ok. Alors, Grok dit, mais est-ce que Grok a raison? Bon, enfin bref, vous êtes deux à dire 99. Je pense effectivement que c'était plus à cette époque-là, Ouais. 99. Mais oui, après, bah, vous allez sur Wikipédia. Ouais, donc 10 ans après. Voilà. Logical. Et les extensions, oui, t'inquiète pas, Mister Whoop, y a Ok. pas de souci, les extensions, t'inquiète pas. Mais je pense que oui, effectivement, il a été étendu plus tard. Bref, Alors, est-ce que je revenons- spoil? Parce que là, il y a un spoil. Ah, Là, il y a un spoil. Rapport au restaurant, puisque donc l'hôtel J'ai sera... pas prévu d'alerte spoil dans les onglets, donc je le ferai pour la prochaine fois. Mais oui, vas-y. Alors attends, on va faire, tu sais, là, un décompte pour que Oui. les gens qui veulent pas écouter soient Voilà. avec le live en mute et on leur fera des grands signes quand ce sera fini et Voilà. comme ça ils se garderont la surprise. Donc on va dire 5, 4, 3, 2, 1. Et à la fin, la toupie, elle tombe. Ah non, merde, pardon. J'ai pas d'hyperlanceur, mais j'ai toujours l'hyper-connerie. Il y aura deux buffets dans cet hôtel. Cuisine centrale pour les deux, ce qui va faciliter, je pense, grandement le travail là-dedans. Et l'un de ces deux hôtels, en fait, quand on y rentre, donc tu vas tout au fond. Tu auras une espèce de cour intérieure avec les ascenseurs pour monter dans les étages, un ciel de toit et des chaises pour se relaxer, une palmeraie. Et là, tu passes cette porte. Tu es au rez-de-jardin, le restaurant est au rez-de-chaussée. Donc de ce qu'on a vu, c'est un volume. En fait, tu rentres. Nous, on est rentré, il n'y a que du béton et on s'est dit waouh! Parce que tu rentres, tu as deux grands escaliers qui partent sur les côtés et le restaurant est en bas. Ce qui fait que tu vas voir quand même. Quelque chose de monumental, ouais. deux gros étages de hauteur sous plafond. J'espère qu'ils vont faire en sorte que l'acoustique soit supportable parce que ça risque d'être particulièrement bruyant. L'autre restaurant n'a pas ce volume-là, il sera un peu plus intimiste. Ça reste quand même un buffet, mais vraiment, on a eu cet effet waouh quand on a... parce que voilà, tu as cette ouverture dans le mur en béton, deux bâches en plastique, puisque c'est encore du chantier, hein, je rappelle. Et là, tu vois le volume et tu fais... ok. Si rien qu'à nu, le volume te fait cet effet waouh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que tout sera fait, que ce sera décoré. Les chambres en soi, c'est des chambres standards, hein. Ce sera le même niveau de prestation que ce qui se fait partout ailleurs sur le parc. Donc il y aura aussi ce bar assez imposant. Et on a pu voir les premiers éléments de façade apparaître, puisqu'Universal Rocks a commencé au niveau du quartier perse. Donc ce sera des briques, on a vu ces jolis éléments en briques rouges avec tout le talent qu'on connaît chez Universal Rocks. Je me fais pas d'inquiétude sur la réussite de ce projet. Ça va être absolument magnifique. Voilà, ça a été le petit bonbon pour la fin. On n'a pas vu que du béton, on a aussi vu du joli décor. Et puis ça fait plaisir aussi de voir ce genre de développement. J'ai pu échanger quelques mots avec Mathieu Gallus et c'est vrai qu'il m'a dit un truc assez sensé, c'est que de mon point de vue, c'est bien que les parcs investissent comme ça
surtout dans un contexte où économiquement c'est incertain. Et puis finalement, en fait, oui, ils peuvent investir tout simplement parce que le public, aussi triste que ça puisse être économiquement, s'ils perdent une partie du public, c'est l'autre public qui est un peu touché par l'inflation et qui va se rabattre sur les parcs plutôt que sur des séjours, des voyages. Donc au final, eux, de leur côté, ils auront toujours un peu de monde, d'où la nécessité de continuer à investir, à développer le parc et à proposer de nouvelles choses. Les autres copains ont fait la visite du garage de Toutatis, sauf que quand ils sont arrivés, il était cassé le jeu. Il est cassé le jeu. Ah mince. Voilà. Il est dangereux le jeu alors. Et ce qui a fait que du coup, il y a un ingénieur, je crois, de chez Intamin, enfin quelqu'un de chez Intamin qui a commencé à se balader parce que oui, il est à la maison. Hein. C'est nous qu'on l'a fait. Voilà, c'est ça. Hein. Et ah oui, du coup, c'est bon, le spoil, revenez. Ah bah alors attends, fin du spoil. Bonjour, vous pouvez revenir dire. Voilà. Le chat, dites-leur s'ils ont coupé le son. Ouais, c'est ça. Vous pouvez leur dire revenez, c'est bon, le chat, c'est fini le spoiler. Donc ouais, tu parlais de Touta. De Touta. Faut savoir que je suis le trèfle à quatre feuilles de quelqu'un dans le chat là, parce que ça fait à chaque fois qu'il y a un événement comme ça avec une visite backstage, à chaque fois la visite lui passe sous le nez, il se fait jeter. Et là, coup de bol, enfin, une visite de garage. Et ce qui s'est passé, c'est que comme l'attraction, elle a tout cassé. Ouais. Au lieu de visiter le garage, ils sont partis se c'est, balader dans le track switch, ils sont partis se balader, donc ils ont eu un tour backstage plus. Oh là là. Je les ai presque un peu jalousés pour ne rien de cacher. Ensuite, j'ai fait les Uncharted et je me suis bien amusé à Port Aventura. L'ingé en question est le chef de projet Intamin de Toutatis qui devait faire une intervention le soir. Il en a fait une l'après-midi. Voilà. Non, mais vraiment, parce que je pense que l'ingé n'aurait pas été là, il se serait pas permis de rentrer dans la zone rouge. Hein, donc c'est top. Donc hein, c'est un petit peu mis en sueur l'équipe de Parc Actu qui avait un timing serré et il a fallu accélérer. Mais en tout cas, voilà, ce groupe-là a pu avoir une visite augmenté. Un beau truc, ouais, un beau cadeau. Ils ont pu aller se balader. Ouais, big up à la maintenance du parc qui a permis de faire ça, parce qu'ils ont été vraiment chill et ils étaient pas du tout en mode on se retient, faut pas dire tel ou tel truc. Ils ont vraiment eu un moment de partage sur ce groupe en particulier. Les autres, j'ai peu de retour. Je pense que ça a dû être plus ou moins le même esprit. Et oui, de toute façon, le parc Astérix, on tape pas mal. Il y a pas mal de faiblesses, mais il y a aussi de grandes qualités. Et là-dessus, il n'y a rien à redire. L'accueil est toujours bon. Les Gaulois savent recevoir. Oui. On sait recevoir au pays des Gaulois, comme disait le slogan à un moment donné. Oui, puis moi tout à l'heure j'étais sur la machine à rigoler dans le temps. Ah oui, aussi. Oui, je suis vieux. Bon. Donc il y a eu cette petite annonce au sujet de Tonnerre de Zeus qui était très attendue. Il y a eu un petit peu quelques mots sur la rue de Paris, sur Londinium. Et puis en fin de soirée, on a eu... Enfin, en fin de soirée. Dans la soirée, on a eu une conférence donc avec François-Xavier Aubag. Ouais. Fixe. Donc Fixe pour les intimes, ouais. Alors juste pour rappel, qui est le directeur général, fondateur, enfin c'est un peu étrange, mais c'est comme ça que c'est conçu, de Five Motion. Five Motion, qui est la boîte de prod audiovisuel qui travaille depuis quelques années déjà avec la CDA en général, parce qu'il n'y a pas que le parc Astérix. Futuro. Alors, évidemment, gros client Futuroscope, parce que pour ceux qui ne l'ignoreraient, c'est eux qui sont derrière le film Chasseur de tornades. C'est eux également qui ont produit les médias de la file d'attente de Mission Bermude. Ont aussi réalisé le film Étincelle, la malédiction de l'opale noire, qu'on ne saura jamais trop vous recommander d'aller voir au moins une fois, tellement c'est un petit bijou. D'ailleurs, j'y reviendrai dans la statuette de Ténèbres qui est là dans sa boîte, juste à côté. J'y reviendrai dans le prochain épisode, là, ça a été à coup de cœur. Qui a travaillé au parc Astérix il y a quelques années déjà. Qui a travaillé sur Arthur l'aventure 4D. Alors oui, il était déjà là. Il y avait Arthur l'aventure 4D, et je vais même vous dire un truc, si vous regardez un peu. Alors, spoiler, on aura l'occasion d'en discuter avec ce grand monsieur très prochainement, mais il a aussi travaillé sur la machine à voyager dans le temps des lapins crétins. Déjà à l'époque, donc autant vous dire que c'est pas Joel le rigolo comme on dit. Et au parc Astérix, je le disais, il a travaillé sur Attention Menhir, le film en 4D, 3D 4D,
qui est pareil, je trouve un des meilleurs ciné 3D 4D que je connais dans le monde des parcs, clairement je le dis, parce que j'adore l'histoire, comment c'est raconté, j'adore les effets spéciaux, j'adore le casting vocal qui reprend une partie de celui des films d'Alexandre Astier et Louis Clichy. Donc voilà, c'est encore une fois Puis ils ont réutilisé aussi ces assets qui au hasard marchent très très bien. Hasard, parce que pour le coup, quand tu lis la fiche du film, il n'y a aucune corrélation entre eux et les équipes d'Astier et Clichy quand ils ont travaillé sur les films. Mais bref, c'était une petite digression pour vous dire. Attention, Menhir, c'est formidable. C'est vraiment une très très bonne. C'est un très bon 4D. Là, encore une fois, on n'a pas à rougir là-dessus. Je suis d'accord avec toi, Greg. Je suis aussi d'accord avec toi, Abrax. Effectivement, c'est parmi les meilleurs films. Et oui, bien sûr, bonsoir à toi au passage. Bref, donc on parlait de François-Xavier Aubac qui vous a fait une petite masterclass, une petite conférence. Oui. Vas-y, je te laisse un peu encore une fois nous expliquer. Qui nous a déroulé un peu son parcours. Et je pense que s'il n'y avait pas un timing, un planning à respecter, on serait encore en train de discuter avec lui. Je te confirme. Il a énormément de choses à partager. Nous, on a pu le rencontrer quand on a fait l'inauguration de Mission Bermude. Il me semble qu'il était là et on a pu échanger quelques mots avec ce. Alors, je ne sais pas s'il était là ou c'était les équipes de Five Motion. C'était les équipes de Five Motion. En revanche, ça c'est dans le cadre de la préparation de nos futurs podcasts. Je pense que vous commencez à comprendre les trucs. J'ai eu la chance de passer une soirée avec lui et avec Johan dans le cadre d'un after work, dans lequel là on a passé 2 heures à discuter avec lui. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est passionné. Alors, c'est encore un peu un novice dans le secteur du monde des parcs, même s'il est très, très intéressé, très curieux, il a envie d'en apprendre plus. Lui, son cœur de métier, c'est la réalisation dans le sens du long métrage, d'ailleurs du cinéma. Le vrai cinéma, c'est-à-dire sur grand écran. Il a fait des films à l'international, il a travaillé sur des vraies grosses productions cinématographiques, pas que françaises, mais à l'international aussi. Et en fait, c'est par envie et passion que ça s'est développé avec Five Motion. Mais bon, là-dessus, on en reparlera à l'occasion. Et je suis d'accord, on m'appelle Marcel, Absolute Cinéma sur Attention Menhir. Là-dessus, je ne peux que valider totalement. Mais bref, donc François-Xavier Aubac vous en a un peu parlé. Ensuite, on a eu une... Excusez-moi, j'ai perdu le conducteur. T'inquiète pas. Vous voyez, c'est du direct. Direct live. C'est du direct. J'ai perdu le conducteur. No problem. C'est du direct. C'est là aussi l'avantage. Parce que on a eu ce moment avec François-Xavier Aubac, avec Fix, qui aurait pu durer encore plus longtemps s'il n'y avait pas eu le timing, puisque derrière il y avait une autre intervention de Simon Bourlet, qui est Technical Project Manager chez Intamin, et qui nous racontait de la vision du projet jusqu'à la réalité d'un coaster, le parcours, quelques petits détails techniques. C'était très intéressant aussi. Je pense le genre de personne... toi, tu y es allé en plus au Liechtenstein. Quand on a fait la série de podcasts avec Intamin, oui, j'étais là avec c'est des gens avec qui on pourrait parler pendant... Dès que ce sont des professionnels aguerris et qui en plus sont leaders dans leur secteur et passionnés par leur métier, mais en fait, t'as pas envie que ça s'arrête. T'as envie de passer la vie entière avec eux, parce que dès qu'ils parlent, ce sont des puits de science. Ils ont une connaissance très fine de leur univers et t'apprends beaucoup de choses. Et en même temps, tu sens qu'ils sont amoureux de ce qu'ils font et ils essaient de faire les choses bien. Chez Intamin, c'est les yes people. C'est les quoi? C'est les yes people. C'est Intamin, leur credo, c'est oui. Bon, alors, on va faire une remise en contexte. Bonjour, je vais créer un parc dans le désert d'Arabie Saoudite. Je veux faire le plus grand coaster du monde. Ça va me coûter combien? Oui. Voilà. Alors, ils ont dit non à certains trucs, parce que là, pour le coup, c'est Falcon's Flight. Non, mais là, en fait, c'est même plus des limitations techniques, c'est les lois de la physique. Qu'à un moment donné, il y a Einstein qui revient d'entre les morts et qui vous dit nope. Le launch qui fait un bruit de Formule 1. Ça ouvre le 31 d'ailleurs, ça ouvre dans quelques jours. Là, à mon avis, ils doivent déjà être en phase de soft. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient en phase de soft opening. Ils commencent tranquillement à tester, mais il y a déjà eu tous les employés qui ont pu monter sur la plupart des machines. J'ai envie d'y aller et en même temps... Alors c'est un autre sujet. Curiosité quand même. Qui est très
très litigieux parce que je sais que dans l'équipe, on est très partagé. Ouais. Je sais que dans l'équipe, il y a la team, il faut avoir les crédits. Je pense à Valentin, à Dubik. Je suis sûr qu'ils prévoient déjà leur voyage en Arabie Saoudite pour crédit. Parce que on pour y sait aller, tous. il faut faire un crédit aussi, je crois. Ouais, aussi. Non, mais honnêtement, aussi parce qu'on sait très bien que cette machine-là, dans 1 an ou 2, elle est rincée. Je sais même pas si elle tournera dans l'état qu'elle est prévue de tourner. Vous êtes cette Elisa, ouais. Non, mais. Ça pousse pour ceux qui ont la ref. Étienne le bolideur The Ride. Tiens, on le mettra dans les sessions gaming qu'on fera. Merci. Merci, Wolf. Tu m'as donné une idée de nom d'attraction à la con. Étienne le bolideur The Ride. Mais ouais, donc et il y a des gens comme moi dans l'équipe qui sont pas chasseurs de crédit pour un sou et qui s'intéressent pas du tout à ça. Je sais qu'il y a un peu d'immersion, un peu de thématique, mais c'est un parc qui est vraiment géré à la Six Flags avec le minimum syndical de théma. Encore que celui-là, il porte le nom de Six Flags, mais il n'a rien à voir avec aucun des parcs Six Flags aux États-Unis. C'est vraiment rien à voir. Mais on dit Grèce. Il y a Saint-Louis et il y a Qiddiya, quoi. C'est deux. Saint-Louis qui a pris, je pense, va pas tarder à faire pareil. Bref. Oui, c'est Noël, ça sent le sapin. Ouais, alors ça sent vraiment Merde, le gros ils sont où sapin. mes bruitages? Ah, là pour le coup, il va falloir faire avec. Ou sans plutôt. Donc ouais, vous avez. Est-ce que Simon Pourlet vous a un peu parlé de tout ça, effectivement? Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels il a discuté ou quoi? J'étais fatigué. Je commençais à être cuit de fatigue. Que souhaites-tu faire Je cherche le palmarès qu'on avait mis tout à l'heure. Laisse-moi voilà, excusez-moi. Ce soir, je suis le régisseur. Ne te préoccupe pas de ça. Je suis là pour ça. Donc oui, Yann dans le chat, si tu peux me rafraîchir la mémoire sur la conférence avec Simon Bourlet, parce que moi j'étais en état de décomposer. C'était très intéressant, mais j'étais en train de me décomposer. Les rails pour Londinium. Ah, mais c'est vrai que c'est aussi un modèle fait par Intamin. Donc il a peut-être parlé effectivement du futur coaster, le vrai gros, le banger qui arrive à Londinium. Ah bon? Un multi-dimensional coaster? Ça belle alors. machine. Hein? Ça va être une belle machine. Pareil, j'espère qu'elle tiendra un peu la route parce que j'imagine que ça c'est une machine à 101, enfin à grosse panne. Qu'est-ce que ça nous raconte dans le chat? Alors par rapport à Six Flags Qiddiya, c'est pas un parc à thème, mais c'est pas vilain non plus. Il y a 2 Dark Rides, c'est vrai. Après, me faire la route pour 2 Dark Rides, j'espère le rentabiliser en faisant pas que ça. Mais effectivement, il y a au moins un peu d'autres choses à voir. Ensuite, on m'appelle Marcel qui dit: j'ai un peu peur pour le prochain multidimensionnel dans l'Ilium, dans celui qu'on vient de parler. J'espère des décors physiques et surtout quelques animatroniques, ce qui est de plus en plus rare. On a aussi un peu, il y a eu quelques questions. On a notamment posé la question sur le changement de design des rails parce qu'on a été pendant quelques années sur du rail tritube avec des entretoises et aujourd'hui ils ont trouvé une formule qui était encore mieux. C'est du bitube? Vous arrivez encore à réduire? C'est du bitube avec des entretoises soudées. D'accord, ok. Mais beaucoup plus légère, c'est ce que tu as sur Toutatis, sur Kondaha. Oui, justement. Et c'est comme ça que je me le représentais. C'est sur cette physionomie de rail qu'on va progressivement se tourner, parce qu'en plus de ça, c'est plus léger. Alors, il y a 2 raisons. La première, tu viens de le dire, c'est plus léger. Mais la deuxième, qui est vraiment le fond de l'affaire, c'est que c'est moins cher à produire parce que le prix de l'acier est en augmentation constante. Et construire un coaster, entre il y a 10 ans et maintenant, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, pour ça que progressivement, on est passé des quadritubes. Donc, par exemple, Expedition GeForce à Plopsaland Deutschland à ça. Maintenant, on est beaucoup plus sur les tritubes. Alors, c'est vraiment l'ambassadeur pour moi, c'est Mack Ride qui en a fait quasiment sa marque, sa signature. Ils font tout en tritube. Et effectivement, là, avec ce que veut faire Intamin, donc ce que tu me décris, une sorte de duo tube plus renforcé, c'est encore une fois, petit à petit, on essaie de réduire la matière avec des nouveaux alliages, avec des nouvelles façons de soutenir l'ensemble pour que derrière, il y ait moins de pylônes possibles, les rails soient les plus longs possibles et que derrière, on ne sacrifie pas non plus le confort. Bah oui, puisque c'est l'une des hypothèses pour lesquelles certains rides récents ont tendance à vibrer et avoir ces problèmes-là. On n'est pas complètement sûr de ça, mais a priori, la qualité, le prix de l'acier ont impacté ça, ce qui a amené à des tolérances un peu plus élevées et à des rails qui ne sont pas forcément... On a tous en tête cette image du Launch B&M qui fait ce petit wobble là. Ah oui, c'est vrai. De Mack qui a fabriqué une ponceuse carrément. Tu parles de Voltron ?
Voltron et même Mais ça, alors, d'après Starfall Racers qui a été un petit peu poncé. Alors, je sais pas si c'est que ça, mais effectivement, il y a peu de ça. Donc ouais, alors, on va reprendre un peu le sujet, le fil de discussion. Vous avez donc eu les interventions de Simon Bourlet et de François-Xavier Aubag, franchement top. Vous étiez donc au théâtre de C'est du délire, donc Théâtre Voilà. Panorama. Et après, On avait des petits coussins sur les sièges. Ouais, j'allais dire, ouais, niveau ouais, confort, non, c'est pas une salle qui est conçue pour rester plus de 20 minutes. Hein. Non, voilà. Tu ne restes pas là-dedans, sinon ton dos va te le faire payer. Oui, puis tu sors de là, ton cul, c'est une limande. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, mais bon. Mais, et donc, il n'y avait pas que ça, parce que, alors nous, en tant que médias influents, on va dire, excusez-moi, je me la pète 2 secondes. On a fait partie du collège, on du était jury. dans le jury du collège des lecteurs de Park Fan Awards depuis la troisième année. Édition. Donc, ils ont démarré la première année avec 7000 votants, la deuxième année avec 13 000 votants. Cette année, au total, on était 20 000. Donc, le vote du jury comptait pour 50%. 50%, et le 50%, c'était vous, le public. C'était tous les gens qui se rendaient sur la plateforme de Parc Actu pour déposer votre vote. En sachant qu'il y avait plein de catégories qu'on va revoir ensemble, puisqu'on a extrait du site de Parc Actu les lauréats de cette année. On va vous en parler un peu. Et on pourra éventuellement discuter s'il y a des gens qui sont en accord ou en désaccord. Hein. Je veux dire, tous se discutent, on peut en parler. On en parlait entre nous. C'est franco-français. Ah bah déjà, de toute façon, Voilà. les Park Fan Awards sont pour les parcs en France. Il n'y a pas de parc européen. C'est un vote de la commu, donc forcément, il y a un biais à partir du moment où certains parcs ont une commu un peu plus musclée que d'autres. Bah forcément, tu pourras difficilement rivaliser d'un parc Astérix ou d'un Disneyland pour un parc du Bocas, un Festiland ou un parc Ange Michel. Mais ils n'étaient pas dans la même catégorie. Néanmoins, il y a de nouvelles catégories qui sont apparues justement qui ont le mérite de mettre des parcs en lumière. Alors on va commencer quand même avec le lauréat du meilleur parc d'attractions de France. Oui Yann, merci de me le rappeler. Il y a effectivement eu dans les épreuves, dans les jeux qu'on avait à faire dans la journée, il y avait un petit spectacle avec des bardes. Il y avait un blind test avec des bardes. D'accord. Donc en fait, c'était ah oui, j'avais vu passer des vidéos, donc ils reprenaient des titres et vous deviez les deviner, c'est ça? Voilà. Oh, c'est trop bien. Donc il y avait une liste à mettre et franchement, très jolie prestation des bardes, dont j'ai évidemment oublié le nom. Je suis sûr qu'on peut les retrouver assez facilement dans le chat. Je pense que des gens plus à même de répondre le font. Jeudi Zion, Toutatis, meilleur roller coaster à Sensation de France, une évidence parce que niveau sensation, de toute façon, il n'y a pas non plus énormément. Même si ça commence à gigoter, il n'y a pas beaucoup de grands parcs en France, donc ça... Voilà. Ouais, et puis les parcs qui peuvent se payer des monstres comme celui-là, plusieurs vingtaines de millions et même plus, je pense pas qu'ils courent les rues. Il y a guère Disney, on a que un, quoi. Bah si, tu peux avoir... Je pense que le Futuroscope serait en mesure de rivaliser. Peut-être dans quelques années, ouais. Ça va être plus rapide que ce qu'on ne le pense, mais oui, effectivement. Et je les vois pas faire du sensation. Alors non, c'est pas leur univers, le Futuroscope. Mais sortir une grosse machine. Heureusement que tu as dit c'est pas leur univers, parce qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a dit un roller coaster au Futuroscope, pas possible, c'est pas leur ADN. Une semaine après, ils annonçaient Objectif Mars. Je vais me faire insulter dans le chat, mais je m'en fous. Non, mais tu sais, c'est comme les écrans de la file d'attente de Space Mountain à Magic Kingdom qui marchent pas. Voilà. Oui. Bon, on va pas ressortir les doses. Attends, est-ce qu'il s'est déconnecté ou pas? Il est en train de nous insulter. Je pense qu'il prépare ses insultes. Alors, il y a Greg qui demande, faudrait pas l'étendre à l'Europe, ça fait vite redondant. Alors oui. Alors si tu veux qu'on apporte tout de suite nos avis un peu sur le sujet. Ouais, c'est un peu une problématique qui va peut-être revenir maintenant, c'est qu'au bout de 3 éditions, on sent que les parcs ont tous au moins reçu un trophée. Et au bout d'un moment, le problème, c'est que le marché français, il n'est pas grand en vérité. Il y a des énormes mastodontes donc je le rappelle, tu as Astérix, tu as Disneyland et le Futuroscope, et dans une moindre mesure le Puy du Fou. Mais tous les autres parcs vont vraiment pas jouer dans la même catégorie, parce que généralement, c'est des parcs d'envergure régionale. Je pense à même le jardin d'acclimatation, c'est plutôt pour l'Île-de-France. Et puis l'implantation, Walibi-Rhône-Alpes, c'est plus du côté de Lyon, avec Vulcania, Le Pal. Enfin, c'est compliqué. Donc ouais, très vite, je pense qu'on va tourner en rond. Et le problème, c'est que tous les ans, il n'y aura pas forcément des gros bangers. Là, 2026 approche.
Je suis en train de préparer le podcast dédié à ce sujet avec les attractions prévues l'année prochaine. Ben vraiment, en France, je parle, c'est On une m'appelle année de Marcel transition. qui dit un coaster au Puy du Fou, impossible, c'est pas dans leur ADN. Alors, no joke, alors pour le coup, on a pas mal discuté avec Nicolas Devilliers quand on a fait les deux interviews. Je peux t'assurer que de son vivant, tu ne mettras jamais tes fesses dans un coaster au Puy du Fou. C'est pas dans leur état d'esprit. Mais voilà, effectivement, le sujet se pose sur la pertinence de redonner les mêmes prix d'une année à l'autre, parce que la vérité, c'est que ça va finir par être les mêmes à chaque fois, qui gagnent. Donc en soi, je trouve que l'idée est bonne, mais le problème, c'est qu'à trop le faire trop souvent, tous les ans, je pense que ça va finir par être problématique, et surtout avec le peu de nouveautés qu'on a, ça va finir par être un peu l'embouteillage, et ça va perdre de son intérêt. Alors par rapport à l'Europe, le problème qu'il y a avec l'Europe, c'est que là, tu es en frontal avec presque tous les trophées européens qui existent déjà. Il y avait l'UETPA il y a quelques années, le Ultimate European Theme Parks Award, qui était ouvert au vote et qui s'est arrêté, je crois. Mais tu as aussi plein de magazines, tu as la Kermesse. Tu as des magazines allemands, des magazines italiens dont j'ai tous oublié le nom parce que je baigne pas trop là-dedans. Mais on le sait que ça existe, et je pense à Europa Park qui, depuis quasiment 15 ans, rafle les prix de meilleur parc du monde attribués par le magazine qui donne le Golden Ticket Award. Donc voilà, au bout d'un moment, il y a cette rivalité. Et le problème aussi que ça pose, c'est que dès que tu élis un parc à l'échelle européenne, pour qu'il soit vraiment représentatif, il faudrait que tous les pays qui ont des nominés votent. Et le problème, c'est que la communauté de Parc Actu, elle est franco-française, oui. Elle est très petite, elle est très franco-française. Donc si demain, ils devaient le proposer à l'échelle européenne, il y aurait que les Français pour voter. Et les Français, la première chose qu'ils vont voter, c'est leur attraction. On est Français ou on l'est pas. Voilà, on est chauvin. Donc on va d'abord on va d'abord mettre en avant les nôtres avant de penser à ceux qui sont dans les autres parcs. Donc alors revenons un peu au classement. Meilleur roller coaster à la sensation de France, Parc Astérix Toutatis. Oui, il n'y a pas de sujet. Meilleur parc d'attractions de France, plus d'1 million de visiteurs, Parc Astérix. Alors attends, n'allons pas plus vite que la musique. On va faire défiler les différentes nominations. Ça marche pas. Ah, voilà. Donc aussi, meilleure attraction de France dans la catégorie moins de 3 millions d'euros, Sawmill à Frépertuis City. Encore une fois, ouais. Alors pour le coup, je suis le premier à défendre Frépertuis à chaque fois en permanence. Moi, j'adore ce petit parc. Et en même temps, ils sont lucides sur leur capacité d'investissement et leur pouvoir d'attraction au niveau français. Et là-dessus, moi, ce que je trouve à chaque fois bien, et encore une fois, big up à Fredo, le community manager, mais qui fait pas que community manager au sein du parc, qui design la plupart de leurs nouvelles attractions, et qui mettent, Sawmill, là c'est la photo de l'ouverture, mais si vous suivez les réseaux sociaux, je vous fais une petite aparté, vous voyez souvent des travaux en cours, parce que 2026, ça va être une grosse année. Oui, c'est leur 60e anniversaire, et 2 nouvelles attractions vont débarquer, et pour le coup, on sent que la thématisation sera vraiment au cœur de leur développement. Donc ouais, et comme tu as dit, on m'appelle Marcel, Frépertuis, toujours une thème hyper soigné, oui. Ah oui. Donc là-dessus, j'ai pas de trucs à dire. Pour un petit parc, de ce que j'ai pu en voir, c'est dans ma wishlist pour l'année prochaine. De ce que j'ai pu en voir pour un petit parc, ils ont vraiment pas à rougir. Hein. Non, vraiment. Ils viennent parfois même chatouiller un peu les grands. Ouais. On passe au suivant. Meilleur événement saisonnier de France, Parc Astérix. Peur sur le parc. Alors, je ne vais pas me prononcer. Je ne fais pas les soirées comme ça horrifiques. J'en ai jamais fait. J'ai pas fait les Traumatica Europa Park. J'ai pas fait les soirées de Walibi. Paradoxalement, j'ai travaillé sur les Terrorific Nights qu'il y avait au Parc Walt Disney Studios il y a longtemps de ça. On a passé des bonnes soirées. Hein. C'était surtout de travailler à Armageddon. Armageddon, c'est vraiment l'attraction oubliée de tout le monde. Mais ça c'est. On se faisait engueuler parce qu'on mettait plus l'ambiance que les comédiens. Alors, une année où on était vraiment déchaînés. On était hyper bien maquillés aussi. On avait quelqu'un dans l'équipe de production 1, donc là où on travaillait à l'époque, qui faisait des maquillages de cinéma. Il était venu avec du latex. Qu'est-ce qu'on s'était marré cette année-là. On avait le droit à un truc de fou, vraiment.
beau Ouais, ouais. maquillage. Moi, je m'étais maquillé en avatar, j'ai bien rigolé aussi. Un avatar, oui, mais alors ça, c'était aussi pour autre chose. Mais moi, l'année où on m'avait maquillé, on m'avait fait un. Bah, cette année-là, moi, j'étais en Navi. Ah oui, t'avais fait le Navi, ok. Ouais. Sachant Ah que ouais. t'avais. J'avais mis des lentilles et je voyais que dalle. C'était merveilleux. Bref, Voilà. sinon, toi, tu t'as déjà fait Peur sur le parc ou pas? Je l'ai fait en diurne l'année dernière, je l'ai fait en nocturne cette année. J'avais un peu l'appréhension de la nocturne du fait de la réputation une partie de la clientèle du parc. Au final, l'ambiance était tout à fait correcte. Les shows, la DA, effectivement, j'en parlais un peu plus tôt dans le live, la DA de Peur sur le parc. Ils savent où ils vont, les mazes sont très quali. Bon, j'ai Ouais, pas ok. tout aimé. Je suis pas non plus En fait, voilà, je suis pas spécialement fan de ce type d'expérience. Moi, j'ai en souvenir des soirées Halloween que j'ai fait aux États-Unis où j'ai réussi à passer un super bon moment alors que je suis pas fan. J'ai mémoire Busch Gardens Williamsburg où on s'est retrouvé à deux dans la maze. Ah oui. Donc on en a pris plein partout. Universal où c'est de l'abattage, mais par contre d'un point de vue artistique, Grosse. c'est hallucinant. Grosse machinerie. Donc ouais, et je vois dans le chat toujours, même en journée, Peur sur le parc reste un très bon événement, d'après ce que tout le monde dit, effectivement. Qualité des mazes sont plutôt positives là-dessus. Bah, Marcel, tu vas rejoindre la vie de Val qui trouve, et à juste titre pour certains parcs, que le Halloween ça a tendance à défigurer les parcs. Val dit ça, je sais pas, parce que maintenant Val m'avait dit qu'il aimait pas trop certains. Parce que maintenant il fait les événements Halloween, il en a quand même Ensuite, déjà pas plusieurs. t'en as qui sont bons et t'en as effectivement. Ah vilain. bah il y en a qui font et d'autres qui font mal. Mais c'est effectivement clivant, et en plus il y a un côté éphémère. Donc est-ce qu'on peut investir beaucoup d'argent pour un truc qui va durer un mois? Est-ce qu'il faut mettre le budget à fond? Enfin, je comprends le dilemme qu'on sépare que là, mais a priori ce sont des coups gagnants parce que les gens réclament de plus en plus les saisons d'Halloween. D'ailleurs, je fais une petite digression encore une fois, mais c'est pas pour rien que Universal et Disney font carrément presque des demi-années autour d'Halloween. Ouais, c'est parce 2 mois, que- ça commence en septembre. Hein. Bah, même avant, C'est les septembre, Not octobre. So Scary Halloween Party de Disney World, elles commencent en août maintenant. Eh ouais, donc c'est pour te dire. Et elles terminent début novembre. Alors autant dire que là-dessus, ils ont le temps de les remplir. Et je pense même à Universal qui a ouvert Horror Unleashed à Las Vegas, qui est donc une expérience permanente autour d'Halloween. Enfin, il y a une demande, hein, surtout les Américains, mais je pense qu'en Europe aussi, on est très friands de ça. Il faut voir la qualité des soirées Halloween qu'on a. Donc ouais, ça ne m'étonne pas. Oui, Wolf et Marcel, j'ai eu de très bons retours sur Toverland et je vais essayer de le faire l'année prochaine celui-là parce que a priori leur saison Halloween est vraiment très très bonne. On passe. Ça fait un moment que je l'ai pas fait en plus, Tover. On passe au suivant. Donc, meilleur parc d'attraction de France, catégorie moins d'1 million de visiteurs, Nigloland, qui, me semble-t-il, c'est pas la première année qu'il remporte le trophée. Encore une fois, oui. Alors, c'est souvent. En fait, la bataille va se jouer entre Frépertuis City, Nigloland, Walibi, Rhône-Alpes, et je ne sais plus l'un ou les deux autres qui avaient en lice également. Mais en vrai, on sait que Nigloland brasse plus de monde, donc forcément ils sont favorisés, et ils gèrent très bien leur communication là-dessus. Ils savent teaser, ils savent. Oui, il y avait le inviter. PAL aussi. Et le dans PAL, les- merci Marcel, effectivement, j'oubliais le PAL. Mais voilà, et le problème, alors, l'avantage qu'a Nigloland par rapport à d'autres parcs, comme Frépertuis, le PAL ou que sais-je, c'est la proximité, mine de rien, avec l'Île-de-France. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 heures de route, mais c'est moins que si tu devais aller, par exemple, au PAL, puisque c'est 4h30 de route, aller à Walibi, Frépertuis City, à la c'est Frep, 5 heures. Voilà, c'est des la parcs qui récré sont des loin. torturés, Alors c'est là, là, voilà. ouais, mais tout ça, c'est encore beaucoup plus loin. Et Il n'y c'est avait pas, dans les moins de 300 000, il y avait Bocas aussi, il me semble. Voilà, pareil. Alors, Bocas, c'est un petit parc. C'est un petit, ouais. Voilà, et la capacité à Mobilisé, bah oui. Voilà. Oui, l'aspect commu, il est là. Hein. Ah oui, forcément. Déjà, d'une part, on voit bien que ces deux parcs, Frépertuis City et Nigloland, sont de très bons communicants déjà de base. On en avait parlé en off avant le début du live avec Damien. Ce sont 2 parcs qui savent justement très bien gérer leur communication. Et nous, en tant que Puissance Park, on est les premiers à s'en rendre compte, puisque on est très régulièrement invités par eux. Ils n'hésitent pas à nous mettre vraiment dans des positions agréables. Hôtel, prise en charge de la restauration, visite des coulisses, petites indiscrétions sur leur futur. Enfin, voilà, ils savent vraiment là-dessus communiquer vraiment pour susciter l'intérêt. Et forcément, nous derrière, notre rôle, c'est aussi de faire des relais de communication.
Donc voilà, et le problème des autres parcs qui sont un peu plus éloignés, bien qu'ils nous invitent, là-dessus je ne veux pas non plus commencer à dire qu'on est privilégié que par ces deux-là. Le problème c'est qu'il faut qu'on y aille, qu'on se déplace, et donc ça demande du temps de leur regard. Et encore une fois, c'est des bassins de population qui ne sont pas les mêmes, moindres forcément. Et de toute façon, à chaque fois qu'un petit parc a fait l'objet d'un épisode dans Puissance Park, on était... moi, je viens de rejoindre l'équipe et on n'a pas fait de petits cette année. Mais quand j'ai entendu les épisodes sur Bocas, sur Frep, tout ça, c'est des petits parcs et clairement, tu vas pas faire le déplacement de l'Île-de-France pour aller jusqu'à Jean-Ménil juste pour faire Frep. Oui, effectivement. C'est dans le cadre d'un voyage, de vacances, tout ça. Voilà. Mais malgré tout, c'est des parcs qui, à leur échelle, font un très très bon travail. Qui commence à avoir un bassin aussi, qui commence à avoir une zone de chalandise qui s'étend. Nigloland s'est pas caché de vouloir vraiment draguer toute la région Grand Est, vraiment jusqu'en Alsace et même jusqu'en Île-de-France. Et au-delà, donc oui, ils grandissent. Et ces petits parcs-là, comme le PAL, etc., eux aussi commencent à vouloir draguer plus loin. Je pense à Walibi Rhône-Alpes, qui a... Walibi France maintenant. Ça s'appelle Walibi France maintenant ? Il me semble que c'est l'année prochaine que ça devient Walibi France. Ah, alors écoutez, dans le chat aussi pareil, si vous avez confirmation, moi je n'avais pas entendu parler de cette info. Et alors, pour l'instant ça s'appelle Rhône-Alpes, je vais continuer à l'appeler Rhône-Alpes, mais quand il changera de nom, je changerai de nom. Pour Walibi Rhône-Alpes, ils ont le bassin de la région lyonnaise et la proximité, et je mets des guillemets à proximité avec la Suisse. Mais ça reste compliqué de s'y rendre. Voilà, on en a fait l'expérience quand on avait été invité pour le chantier de Maoka. Je ne suis pas revenu pour l'inauguration et la découverte du parc. Mais voilà, je sais que c'est compliqué et je rêverais en toute transparence de pouvoir y aller plus facilement. Oui. Alors, sachant que nous, on va vous le dire en toute sincérité, on a l'avantage de bosser à la SNCF, donc les billets de train, on peut se déplacer assez facilement. On peut s'y aller assez facilement, mais je me mets à la place d'un lambda, c'est-à-dire de quelqu'un qui doit y aller en voiture ou payer son billet de train plein pot. Attention, on peut y aller assez facilement. C'est des parcs qui ne sont pas forcément à proximité d'une gare et les derniers kilomètres, faut trouver un moyen d'acheminement aussi. Hein. C'est pas. On est d'accord. C'est pas quelque chose de facile et il faut le vouloir. Donc je continue à dérouler un peu pour qu'on avance. Meilleure nouvelle attraction de France, Mission Bermude, dans la catégorie de plus de 3 millions d'euros. Là-dessus, il y avait Ils étaient surpris un peu quand même, avec tous les soucis qu'ils ont eu en technique avec l'attraction, parce que c'est une attraction qui est très très complexe. Ils étaient surpris d'être récompensés. Je suis surpris qu'ils aient été surpris. Pour moi, il n'y avait pas de doute. Je pense que je n'ai pas les statistiques de chaque vote, mais je pense que celui-là a dû l'emporter de très loin. On le sait parce comme tu disais, ils font partie des gens avec qui le relationnel presse, influenceurs, podcast, tout ça est très très bon. On le sait par Emmanuel, et ils ne s'en sont pas cachés d'ailleurs à la remise de prix. Je pense qu'eux, ils sont vraiment focus avec toutes les difficultés. Ensuite, voilà, le Futuroscope, c'est le parc de l'innovation. Ils le savent. On parlait d'ADN. Ils prennent des risques. Et derrière, je pense qu'ils sont tellement focus dans tous les problèmes pour fiabiliser l'attraction que tu ne vois plus que ça. Je pense qu'il y a un biais qui fait qu'à un moment donné, tu vois les problèmes, parce que c'est une attraction qui leur donne du fil à retordre. Elle finira par être fiabilisée quoi qu'il arrive. Mais eux, ils sont encore dans la phase de ça rame et peut-être que c'est ça qui a créé l'effet de surprise. C'est que eux, à leur niveau, comme ils ont beaucoup de galères techniques avec, ils ont le nez dedans et ils se rendent pas compte de l'expérience visiteur. Ils n'ont pas le recul. Ouais. Alors que l'expérience visiteur, elle est absolument dingue. Elle est dingue. On en a déjà beaucoup parlé. Là, je vous renvoie sur les podcasts qu'on a consacrés à l'attraction, à des retours d'expérience et tout. Je suis surpris que vous soyez surpris qu'il soit surpris. Mais je suis surpris que tu sois surpris qu'on soit surpris qu'il soit surpris. Yann qui dit d'ailleurs passage en fermeture hivernale pour Mission Bermude. Oui. D'ailleurs, dû à ces nombreuses contraintes techniques, vaut mieux en effet qu'ils se prennent le temps de la fermeture d'hiver pour pouvoir éventuellement faire des travaux, des modifications, des changements et réouvrir lorsque les beaux jours reviendront de manière plus sereine. Ça rame pour une attraction sur l'eau, ouais. Subtil en plus, t'as vu, valide mais subtil. On va avancer un petit peu. Meilleur expérience sauteur de parc. On en parlait tout à l'heure, les quais de Lutèce. On va pas refaire le sujet. Non. Voilà, les quais de Lutèce, évidemment. Moi, alors à mon niveau, je pense aussi que d'autres hôtels auraient mérité aussi de s'y intéresser. Je pense à Station Cosmos, au Futuroscope, qui était en lice et qui vraiment, lui aussi,
peut se targuer d'être une des meilleures expériences hôtelières. Et je parle même pas des hôtels du Puy du Fou, sans me vanter sans être le vendu de service du parc. Je trouve aussi que là-dessus, il y a un niveau. Mais Oui, pour avoir vu les prestations cette année, je suis assez d'accord. Les hôtels du Puy du Fou sont quali. voilà. Mais encore une fois, ce qui est marrant, c'est que là, je viens de citer 3 destinations, mais 3 hôtels conçus par les équipes de Thierry Rétif. Voilà, donc j'ai envie de dire, il y a quelque chose, il y a un running gag. On avance toujours, meilleur par l'attraction de France, moins 300 000 visiteurs en 2024, donc c'est Frépertuis qui a remporté la timbale. Là-dessus, encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis des parcs qui suscitent l'engouement et qui ont des communautés actives. Oui, puis c'est une nouvelle catégorie, il me semble, cette année, moins de 300 000. Il y a eu un petit débat, oui, mais il y a trop de catégories. Bah oui, mais on peut pas tous les mettre dans le même panier. Je trouve ça bien qu'il y ait des catégories pour les petits, pour les mettre dans la lumière, surtout des parcs comme Frep où il y a vraiment il y a un travail de dingue qui est fait là-bas pour j'aimerais bien pour offrir une belle expérience. Que d'autres parcs émergent, comme voilà, Mr. Wall vient de le dire, la récré des Trois Curés en 2e, vraiment. C'est un parc qui est sous-coté, qui est vraiment perdu en Bretagne, et vraiment j'insiste pour qu'un jour on aille le faire. Mais pas que lui, je veux dire, je parle de plein d'autres parcs qui sont un peu partout et qui sont un peu zappés parce qu'ils n'ont pas une aussi forte communauté que ceux-là. Donc vraiment, je pousserais qu'un jour on essaye de mettre en valeur ces petits parcs-là dans les Park Fan Awards parce que ça, ils le mériteraient aussi amplement. On va parler expérience restauration ça y est, j'ai faim. Rizzo. Alors, bon, là, oui, je suis d'accord. Pas trop de débat. Non. Non. Putain, qu'est-ce que c'était franchement une tuerie. Je vais pas dire le mot parce qu'on est sur Twitch, je pense que ça risque de nous causer des problèmes. Mais donc on y est allé la veille au soir, ils nous ont assuré l'hébergement au Cabaiana. Au Cabaiana, voilà, je voulais vraiment qu'on fasse l'emphase. On a testé le Cabaiana. Très bonne expérience. Ah, vraiment, je vous le dis, c'est un petit bijou. Très confortable, vraiment, les cabanons sont top. Alors, je regardais le rapport qualité-prix, c'est vrai que tu regardes le price tag, tu dis, c'est un peu cher, mais on se fout pas de ta gueule. Voilà, parce qu'on n'est pas sur du value ou du standard. Et le Erizzo est vraiment dans cette lignée-là, avec la qualité des produits. Et alors, on a eu le plaisir de dîner avec Patrice Gélis. En fait, on y a mangé 2 soirs de suite. On est arrivé le premier soir où voilà, c'était compris. Convenu, ouais. Et quand on était sur la route, on recevait des messages de Val qui disaient « Grouillez-vous, je vais rien vous laisser, je vais bouffer tout le veau » tellement c'était tellement c'était bon. Et effectivement, pauvre petit veau. Et le lendemain, elle a refait un 2e Erizzo qui n'était pas prévu. Et même en petit-déj, puisque le petit-déj de l'hôtel, parce que Cabaiana et l'hôtel des Pirates ont le restaurant en commun. Oui. C'est pareil, vraiment délicieux. Il n'y a rien à redire. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, et je vais faire alors, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je vais le redire parce qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est que déjà, d'une part, les produits sont déjà locaux, ils viennent des environs, et deuxièmement, ils sont faits par un chef, donc c'est que du fait maison ou du fait sur place. Il y a très très peu de surgelé, congelé. Alors ça, tu en payes le prix. Vraiment, on va en parler 2 secondes parce que les prestations sont chères. C'est plus d'une quarantaine. On est à 50 €. 50 €, merci. Voilà, 50 € par adulte donc, pour le buffet. C'est pas un budget que tout le monde peut se payer. J'en suis parfaitement conscient et je suis le premier à le dire. Mais au tarif proposé, la qualité, elle est là et elle est franchement. Voilà. Exactement. Pour le même prix, à 5 € près, c'est le buffet, enfin c'est le resto, le bistrot, le bistrot de chez Rémi. Oui. Au Walt Disney Studios, c'est 55 €. Donc il n'y a vraiment que 5 € de différence. Et vraiment, vous me donnez les deux en face à face et je fais Erizzo sans réfléchir 2 secondes. Et puis alors, tu parlais de Disneyland. Là, le restaurant donc, qui a été amélioré cette année, puisqu'il y a de nouvelles salles. Les deux nouveaux franchement, restos, ouais. les décors, on parlait de Disneyland, pardon, mais alors bravo aux équipes de Nigloland parce qu'ils n'ont rien à envier à Disney. Le restaurant est magnifique. Tu as cette espèce de petite cour intérieure avec une fontaine. On y a pris le petit-déj, c'était merveilleux. C'était un délice. Tu as une salle des pirates avec une armurerie, des traces. Il y a plein de petits détails. Il y a la salle, il y a la bibliothèque. Il y a la bibliothèque avec le système solaire. L'Astrolabe. Il y a l'Astrolabe. Il y a une salle avec la poudre qui a explosé. Il y a la salle, le stockage des vivres. Il y a 4 salles ou 5 salles, plus le patio, enfin la cour. Le patio, voilà, cherchez le mot. C'est que des environnements ultra témés, avec plein de petits clins d'œil à l'histoire du parc. Et vraiment,
Et d'ailleurs, alors c'est l'instant publicité, même si on n'est pas rémunéré pour, au bout d'un moment, il faut vraiment vendre ce qui est de bon. C'est que souvent, il y a des offres pour le Erizzo, Oui. surtout en fin d'été. Lorsque le parc commence à avoir moins de fréquentation, il n'est pas rare qu'ils te disent si vous venez déjeuner au Erizzo, on vous offre l'après-midi au parc. Et lorsque vous avez des billets, je crois qu'il y a des réductions, des trucs comme ça. Bref, il y a plein d'options. Et quand vous dormez à l'hôtel, bien évidemment, je crois que parfois vous pouvez avoir le Erizzo compris dedans. Donc autant vous dire que si vous avez l'occasion d'être à Nigloland ou que vous prévoyez d'aller à Nigloland, essayez de trouver un moment pour y aller. Ouais, faites-vous à la rigueur, voilà, vous le savez, vous avez le message, budgétez-le un peu en avance en disant on y va, on se fait un kiff. Et vous serez pas déçus. Ouais, non, vraiment, vraiment très très bon réseau. On avance. Alors là, c'est un peu plus clivant, c'est automatique. Meilleure utilisation de la thématique. Je vais tout de suite dire les choses pour moi. Je n'ai pas fait cette automatique, je n'ai toujours pas fait l'attraction. Donc, je n'ai pas vu en vrai. Je n'ai vu qu'au travers des vidéos qu'a pu filmer Max ou que vous avez rapportées, mais de mes yeux, je n'ai pas vu. Donc, je vais m'abstenir. Et dans le chat, je vois que ça réagit déjà. Mais toi, Damien, je sais que tu as un avis un peu plus tranché. Ouais, de toute façon, on avait fait un live il y a pas longtemps pour parler. C'est une très bonne attraction, j'ai rien à redire dessus. C'est fun, c'est familial. Bon, il y a le côté Kappa et effectivement, ça peut rapidement dégueuler de monde. Quant à la thématique, là, je suis un peu surpris parce que je trouve qu'il y a des trous, quoi. Il manque des trucs. Je refais ce petit laïus très très rapidement. Il manque ce côté vivant du parc Astérix. Il manque ce côté. Il l'avait tenté avec le défi de César à l'époque de rendre le truc vivant avec les personnages, avec. Là, c'est vide. Alors oui, il y a une théma qui est sympa, les chars, il y a de très bonnes blagues, on retrouve l'esprit de parc Astérix. Maintenant, meilleure utilisation de la thématique. Je respecte le vote. En même temps, mais pourquoi est-ce pas. que c'est, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est cette attraction qui a gagné? C'est parce que c'est la nouveauté. dernière nouveauté. Et puis commu. Bah oui, c'est encore une fois, le parc Astérix, c'est une grosse communauté, plusieurs millions de visiteurs, et les gens, c'est ce qui a attiré la foule. Le truc, c'est qu'en face de ça, en termes de théma, il y avait, me semble-t-il, Mission Bermude aussi qui était là. Il y avait 2 ou 3 attractions. Alors, je suis désolé, j'ai plus les lauréats en tête, mais en gros, c'était compliqué de rivaliser. Et en fait, je pense que ce qui a joué, c'est l'effet de nouveauté, plutôt que la vraie qualité intrinsèque de l'immersion proposée. Voilà. Alors oui, effectivement, Marseille, je suis désolé, moi non plus, je me souviens plus des autres thémas, enfin des autres lauréats. Pareil, un truc qui commence à vraiment, je crois que j'en avais parlé, un truc qui commence à vraiment me fatiguer avec le parc Astérix. Vous avez une bonne DA, vous savez faire des trucs, ok, c'est de la BD, c'est le côté gaulois, mais la typo bande dessinée qui est la même partout dans le parc, au bout d'un moment, ça me fatigue. Je sais que je suis dans l'univers de la BD, mais ouais, j'aimerais bien voir une autre typo, peut-être un peu plus travaillée pour le coup. Voilà, c'est l'univers de la BD, encore une fois, je respecte, mais ça me fatigue de voir la même typo pondue absolument partout dans le parc. Voilà, c'est un petit détail, un petit cacaboudin de ma part, mais tu as raison, voilà. Raison. Alors désolé, j'enchaîne parce que il faut qu'on a du monde derrière. Alors, juste, je boucle avec Le Boisgard qui dit concernant Zone Magique, je suis pas passionné d'attraction en elle-même, mais par contre, je trouve que son existence, sa théma et son inclusion dans la zone de connexion avec la zone égyptienne crée une belle zone dans son ensemble avec une kinétique. Elle rend le parc beaucoup plus joli. On peut effectivement se mettre d'accord là-dessus. Mettez tout en comics. Et Mister Rock compliqué avec Uderzo. Alors Uderzo n'étant plus de ce monde, malheureusement il est décédé. Ce sont ses ayants droit. Mais je pense qu'ils sont juste en dessous de Molinsart niveau cassage de rouleau. A priori, je pense. Ils sont pas loin. D'après ce que je vois de ce qui est en train d'arriver dans l'univers d'Astérix d'une manière générale, j'ai l'impression que les nouveaux ayants droit, donc la fille de Uderzo et de Goscinny, sont plus ouverts, permettent plus de choses qui étaient encore compliquées à l'époque. Mais je referme la parenthèse. On enchaîne avec meilleur coaster familial de France. Là, j'ai un problème. J'ai un problème, les amis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi si vous voulez. BTM, meilleur roller coaster familial de France, non. Le décor. C'est encore une fois la communauté parconautique, l'immersion, le décor absolument somptueux de Frontierland, etc. Mais en vrai, je suis pas d'accord sur le fait que c'est le meilleur roller coaster familial de France. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais pas vous dire ça simplement. Parce que déjà de 1, le confort est absent, le bruit depuis qu'ils ont changé les roulements est absolument infernal et me vrille les tympans à un niveau. Encore que je trouve le métro plus confortable au niveau sonore parce que les lifts, les virages, c'est vraiment l'enfer. Deuxièmement,
les lifts à chaîne, mine de rien, on a toujours le clac, 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 quand ça arrive. Je suis désolé, c'est insupportable au possible. J'avais entendu dire que c'était pour des questions d'immersion ou quoi. Alors, c'est peut-être un argument, mais pour moi, j'ai du mal à l'accepter. Ensuite, l'air de rien, c'est une attraction qui date de 1992. On va pas me faire croire que depuis pratiquement 40 ans, 35 ans, il n'y a pas eu de nouvelles attractions familiales sympas dans le reste de la France, quoi. Est-ce qu'on n'est pas sur une Mission Bermude et Wild Buffalo? Ensuite, est-ce que c'est pas le décor, et est-ce qu'on n'est pas sur une belle grosse Madeleine là? Oui, possible. Bah ouais, on est cette génération de trentenaires, bientôt quadra, qui avons grandi avec Disney. Méchant. Vilain. Je m'inclus dedans, hein, on a le oui, même âge. Oui, mais aïe. Et vraiment, je pense que oui, l'effet nostalgie joue à fond. Comme tu dis, Marcel, je mets des bouchons quand je la fais. Bah moi, là, j'hésite vraiment à la faire à chaque fois. Et je me dis, bref, quoi. Les gens, quand je suis à Disney, qui veulent la faire, j'y vais à reculons. Ouais, comme tu dis, Yann, encore une fois, la puissance de la commune, journée, quand le soleil commence à... la renommée de l'attraction au travers des âges, oui, forcément, etc. Ouais, pour moi, c'est une Madeleine. Ouais, et encore, tu vois, moi j'aimerais bien me trouver autre chose, tu vois, je suis pas nostalgique, je suis pas quelqu'un qui regarde forcément vers le passé, sauf si je sens qu'il y a eu une injustice ou une frustration. Mais BTM, il est là, tu vois, je me dis il va disparaître, je pourrais l'entendre, mais il est encore là, et il est pas prêt de disparaître. Ouais, donc je suis pas en accord avec la décision. Et en plus, Disneyland Paris, voilà, les gars, ils étaient même pas là pour récupérer leur trophée. Donc ça, c'est un autre Parce qu'il il s'est passé des choses l'année dernière, malheureusement. Voilà, donc ça m'a un peu chagriné. Mais oui, ce côté un peu Osef, bon. Voilà. On passe au suivant. Meilleur par l'attraction de France, plus d'1 million de visiteurs, parc Astérix. Bon, on va dire avec aussi... ce qu'il a à offrir. Ouais, la diversité des attractions. Oui, on peut comprendre qu'avec cette automatique depuis cette année, Toutatis un peu avant, ok, je peux l'entendre. Moi, mon chouchou, ça reste le Futuroscope. Là-dessus, je suis obligé quand même de défendre mon parc préféré, mais c'est clivant. Puy du Fou pour Marcel, clivant aussi, Puy du Fou. Bah ouais, moi aussi. Mais je pense qu'attraction au sens voilà. attraction. Alors le problème, c'est qu'il y a, alors ça c'est aussi un débat qu'on devrait faire un jour en live ou en épisode, c'est la définition de mot attraction, parce que dans le vocabulaire de langage courant, techniquement, manège, c'est un manège, c'est le fait de s'asseoir et d'être transporté d'un point A à un point A. Et le truc, c'est que le Puy du Fou, techniquement, ne remplit pas ces conditions, puisque c'est que des salles de spectacle. Mais vraiment, sortez le dictionnaire, sortez la définition du mot attraction, c'est pas comme ça que c'est défini, c'est vraiment dans le sens de attire les gens à un endroit, le mot d'attractivité. Et en fait, techniquement, un parc d'attraction, c'est aussi un parc à spectacle, donc le Puy du Fou devrait s'inclure dedans. Et moi, je vote toujours le Puy du Fou comme un parc d'attraction. Donc bon, après, il y en a qui sont contre, on aura le débat un jour. Mais bref, et là-dessus, parc Astérix, je peux être d'accord dans la mesure où maintenant le parc commence à vraiment être intéressant, mais j'aurais quand même préféré le Futuroscope, parce que les nouveautés que le parc propose sont un peu plus exceptionnelles et un peu plus technologiques, donc des prototypes, plutôt que ce que fait le parc Astérix. Je pense qu'avec le renouveau qui est en train de se faire au Futuroscope, d'ici quelques années, il pourrait... Voilà, comme disait Marcel, un spectacle, un parcours immersif, c'est une attraction. Nous sommes d'accord là-dessus. On passe à la suite ? On passe au suivant. On arrive vers la fin. Meilleur parc aquatique de France, Futuroscope avec l'Aquascope. En vrai, il n'y a pas énormément de concurrence en France dans le monde des parcs aquatiques liés à un parc d'attractions, me semble-t-il. Parce que il n'y en a pas des masses. Parc aquatique, en face, tu avais l'Aqualagonde, Village Nature, je crois. Ouais. Je sais même pas si Aqua Boulevard était dedans. Je crois qu'Aqua Boulevard y était, ça me parle. Mais en fait, par contre, au glisse, oui. Là, pour le coup, et oui, il y a celui qui a été rattaché maintenant au parc Spirou. Ah oui, le parc aquatique qui est à côté, donc j'ai oublié le nom. Mais oui, il y avait celui-là. Voilà. Mais encore une fois, tous ces parcs-là, autres que l'Aquascope, encore une fois, il n'y a pas une aussi grosse communauté, pas un engagement fort. Alors, Ah voilà, Wave Island. Et le truc, c'est que c'est encore une fois le parc qui va communiquer dessus, vendre l'Aquascope en disant il y a une nouveauté mondiale avec les rapidement, je l'ai fait quand on y est allé cet été. Ah oui, je suis sur un oui, mais on le sait, on en a discuté avec les équipes du Futuro, le parc est victime de son succès. Il est blindé. Ouais. Il est blindé tout le temps, c'est très compliqué. Et moi, je l'ai fait sur une journée où c'était de la forte affluence. Il y avait beaucoup d'attentes pour les toboggans.
Et voilà, j'ai pas. Alors, mon temps était très limité et il y avait pas mal d'attentes sur les toboggans. J'ai pas pu tout faire et ce que j'ai fait, je suis un peu resté sur ma faim. Quand je vois la tour de toboggan qui a été rajoutée à Walibi Belgium, à Aqualibi, là les toboggans, je les ai trouvés courts et j'ai vraiment eu ce sentiment de, on prend le risque de faire un truc immersif, de proposer quelque chose, mais on couvre les arrières parce que si ça marche pas, on va avoir l'air con. C'est comme ça que j'ai ressenti le parc et du coup. T'as cette partie des abysses de lumière qui est très intéressante, mais avec un goût de trop peu. Ouais, alors ça revient au podcast qu'on avait fait sur le parc. Je vais pas Voilà. faire une redite, c'est que justement, c'est un entre-deux. On ne pouvait pas faire un projet uniquement basé sur la projection parce qu'on ne savait pas comment le public allait réagir. Parce qu'on trempe là, il trempe le pied dans la piscine pour savoir comment elle est. Hein. Oui, Voilà. c'est ça, ils testent. Je fais des blagues aquatiques ce soir, moi. Ah ouais, t'es très en forme. Et là-dessus, ils ont compris que s'ils faisaient une 100% immersion, il y avait le risque d'être trop De se clivant péter les dents. et que le public ne comprenne pas. Donc, ils ont joué la sécurité, comme tu l'as dit, mais le positif, c'est que rien n'est irréversible. Et Oui. d'autant plus que le parc aquatique a l'expansion pad. C'est oui. un parc qui ne se mouille pas. Enfin, je pense que tu as voulu dire qu'il ne se mouille pas. Ouais. C'est oui. Voilà, merci Marcel. Et voilà, mais voilà, big up pour la partie les abysses de lumière qui est vraiment l'élément signature et qui vaut presque à lui tout seul le détour. Et Voilà. je pense que c'est le parc va évoluer. Oui, Ensuite, oui, les toboggans, oui. ça va être compliqué de les changer, de les améliorer. Moi, j'ai trouvé ça un peu court. C'est dommage. Ouais, alors peut-être effectivement. J'ai pas beaucoup de référentiels. Je suis pas fan de toboggan. J'en ai fait à Rolantica, mais j'ai pas des souvenirs de fou dingue. Donc je me fie à ce que toi tu penses et aux copains qui l'ont fait aussi. Mais blindé, voilà, exactement Mr. Wolf. Ah oui, puis je pense magnifique, que ça aussi. le parc est vraiment victime de son succès, tu l'as dit. Ça a aussi une influence sur le ressenti que j'en ai par rapport aux toboggans qui sont peut-être un peu courts ouais, parce que justement il y a du monde. Je pense parce que quand t'attends une demi-heure pour un truc de quelques secondes, Ouais. tu te dis le ratio il est pas. Et le Matrix était fermé, vraiment le gros toboggan tout en haut, là, en raft était donc fermé. c'était Donc, pas voilà. ouf. Mais très belle proposition et j'en veux plus de ça. Ah oui, on l'a passé vite fait. Oui, meilleur nouveau show de France, bah oui. Ah pardon. Mais oui, Alors, Tales of Magic. Je remets l'image. Voilà, erreur réparée. Effectivement, ça a sauté pour une raison que j'ignore. Tales of Magic, meilleur nouveau show de France, Disney en Paris. Alors oui, mais en face, il y avait quand même les Noces de Feu, Puy du Fou. Hein, voilà, bon, pour moi perso, il n'y a pas photo. Et encore une fois... Ah oui, les Noces de Feu de CPT, et du coup on met un truc à la place qui est mieux, qui est mieux que le truc qui est pété. C'est voilà. ça. Encore une fois, Puy du Fou, on s'excuse, on fait meilleur que ce qui était prévu à la base, lol. Mais ouais, alors encore une fois, et je crois qu'il y avait aussi le spectacle nocturne du Futuroscope dont j'ai oublié le nom parce que c'est pas un spectacle. La Clé des Songes. Merci, La Clé des Songes qui est pas hyper foudingue. Mais vraiment, Tales of Magic. Alors pour le coup... Update, je l'ai vu, ça y est, je l'ai fait à ma soirée la privée SNCF, j'ai enfin pu le voir et dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'on m'avait dit ne te mets pas devant le château, déjà c'était noir de monde, mets-toi au milieu de Main Street entre les différentes Pour le mapping. vers le mapping pour au niveau de Main Street. Donc j'ai vu le truc et en vrai, avis honnête, ça va, ça se défend pas mal en vrai. Il y a eu deux, trois scènes qui nous ont vraiment plu. Il y avait la scène de Mufasa, donc le roi lion. Surtout qu'ils n'utilisent pas les poncifs habituels, ils utilisent l'autre chanson du deuxième film, qui vient à la base de la comédie musicale, Il vit en toi, qui est vraiment sympa. J'ai bien aimé la séquence avec Buzz l'éclair, qui est d'ailleurs sur l'image d'illustration. Je peux leur montrer un truc vite fait. Ça dépend si tu as le média. Attends, change la cam. Alors, moi juste, je termine pendant que Damien s'équipe. Et le dernier truc aussi que j'ai bien aimé, c'est la scène avec Encanto. Voilà, j'ai trouvé ça que c'était rigolo. C'était assez rigolo. Oui, le final et la transition, la scène Encanto, le We Don't Talk About Bruno, et après la progressivité vers le final. Ouais. Et à moi, il y a un truc qui m'a aussi beaucoup plu. La musique du post-show, qui je trouve est vraiment vachement bien dans la continuité. J'ai un petit faible. J'ai pas... Ouais, alors je te crois, je l'ai écouté, mais ça m'a pas transcendé outre mesure. Donc oui, effectivement, Tales of Magic, c'est un peu dommage, mais je respecte le vote. Et effectivement, il y a des trucs sympas. Oui, aussi, Marcel, tu as raison, les pétales de rose sur La Belle et la Bête, c'est plutôt joli. Effectivement, il y a des bonnes idées. Alors, je peux leur montrer les pétales de rose, parce que La Belle et la Bête... Non, pardon. Non. Tu sors. Tu reviens dans une heure, une fois que t'es calmé. tu vas réfléchir à pourquoi je te punis. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, effectivement, il y a des scènes intéressantes. Donc, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était plutôt agréable. Les projection mapping sont bien amenés sur le truc, sur la façade de maîtrise. En revanche, gros red flag pour moi. Alors, je sais pas si c'est moi qui déconne ou si c'était vraiment le cas. Mais le moment où le mapping s'active sur les façades, j'ai eu l'impression que tous les waouh étaient enregistrés dans la bande son. Alors, je l'ai pas vu. Moi, j'étais plus sur le hub, donc j'ai pas vu. Là, vraiment, j'insiste. Mais j'ai l'impression aussi que. J'ai vraiment l'impression que les mecs ont triché. Et là, c'est de la vraie triche. C'est scandaleux de le faire. De faire waouh comme ça, d'enregistrer en bande son comme le truc se déclenche. J'ai eu cette impression aussi. Merci Marcel. C'est enregistré. Voilà. Et ça, gros red flag, non. Puis merci le chat, parce que j'ai l'impression qu'on les a un peu perdus. Ils sont pas trop fans de pied. Merci Aurélie News de le préciser également. Les et les applaudissements sont enregistrés. Non, on ne fait pas ça, c'est dégueulasse, c'est une triche scandaleuse. Disney avait arrêté de le faire lorsqu'ils avaient fait certains spectacles diurnes, et vous le remettez en nocturne, c'est un scandale. Vous ne faites pas ça. La réaction des gens ne doit pas être guidée par des fakes. C'est juste pour orienter les gens et surstimuler quelque chose qui ne se produit en vérité pas du tout. Les gens, s'il n'y a pas d'effet waouh, et ben il n'y a pas d'effet waouh, c'est tout, c'est comme ça. Vous avez loupé votre façon de faire apparaître le mapping sur Main Street. Ne le cachez pas avec des fausses réactions. Voilà, ça pour moi je déteste, parce que ça nous dit t'as vu que ce qu'on a fait, faut que tu réagisses. C'est honteux, c'est honteux. T'as vu le mapping, t'as vu comment il est beau, t'as vu. Enfin, bref. Non, bref, voilà.